Une pluie fine tombait en cette fin d'après-midi. La rue devant le lycée Victor Hugo de Marseille était boueuse et bondée d'élèves qui venaient de terminer les cours. Parmi eux, une jeune fille marchait lentement, tenant un vieux parapluie bleu clair. Elle s'appelait Amélie Renaud, une élève de terminale connue pour être silencieuse et simple. Ses vêtements étaient souvent un peu délavés. Son sac était déchiré à un coin, mais son visage semblait toujours calme. Pleine de patience, Amélie vivait avec sa mère dans un petit appartement loué en banlieue de la ville. Son père était décédé alors qu'elle était au collège, dans un accident de service. Depuis lors, sa mère, Madame Isabelle, était le seul soutien de famille, vendant des légumes au marché de Noailles chaque matin. Ils vivaient modestement, mais Amélie avait grandi pour devenir une fille forte qui ne se plaignait jamais. Cependant, derrière sa douceur apparente, Amélie cachait quelque chose que peu de gens savaient. Depuis son enfance, elle avait été entraînée par son défunt père, qui était un ancien membre de la gendarmerie nationale. Son père lui disait toujours « Ma fille, ne laisse personne te rabaisser simplement parce que tu es une femme. La force n'est pas une question de muscles, mais de détermination et de cœur. » Amélie se souvenait très bien de ce message. Chaque soir avant de dormir, elle pratiquait les exercices d'autodéfense, type savate, que son père lui avait enseignés. Simple, mais disciplinée. C'est pourquoi, bien qu'elle semble frêle de l'extérieur, elle possédait en réalité des capacités de défense et d'attaque qui n'avaient rien à envier à celles d'un homme adulte. Un matin au lycée, l'ambiance était différente. Dans la salle des professeurs se déroulait une conversation sérieuse entre le proviseur et plusieurs personnes en uniforme de police. Amélie, qui passait par hasard devant la salle, entendit bribes de leur conversation. « Nous voulons juste vérifier certains élèves soupçonnés d'être impliqués dans une affaire d'utilisation abusive de données, dit l'un des policiers d'un ton sec. Mais, monsieur, ce sont encore des lycéens. Il faut l'autorisation des parents et du rectorat d'abord, répondit M. Dubois, le conseiller principal d'éducation, CPE. Mais le policier le foudroya du regard, comme s'il s'en moquait. Nous savons ce que nous faisons. C'est un ordre direct de nos supérieurs. Amélie se sentit mal à l'aise. Elle vit deux élèves appelés dans cette salle, ses camarades de classe, Raphaël et Delphine. Tous deux semblaient effrayés. Quelques heures plus tard, la nouvelle commença à se répandre que la police les avait emmenés au commissariat sans accompagnateur. De nombreux élèves commencèrent à s'inquiéter, mais personne n'osait parler. Le lendemain, Raphaël n'était pas revenu à l'école. Delphine revint avec les yeux gonflés. Elle était assise dans la cour du lycée, la tête baissée. Amélie, qui passait par là, s'arrêta et demanda doucement « Delphine, pourquoi as-tu l'air si effrayée ?» Delphine secoua seulement la tête, mais ses larmes se mirent à couler. « Ils m'ont forcé à avouer quelque chose que je n'ai pas fait. Ils ont dit que j'avais volé les données des épreuves du bac sur le serveur de l'école. Je n'y comprends rien, mais ils se sont mis en colère et m'ont crié dessus. » Amélie serra les poings. « Tu en as parlé à tes parents ? » ?»« Oui. Mais la police a dit qu'ils avaient des preuves solides. » »« J'ai tellement peur, Amélie. » Amélie regarda son amie avec un mélange de pitié et de colère. Elle savait que Delphine n'était pas le genre d'élève à faire des histoires. Il y avait quelque chose qui clochait là-dedans. La police ne devrait pas mettre la pression sur des lycéens sans preuve claire. Le soir, Amélie tenta de se renseigner. Elle ouvrit son vieil ordinateur portable et accéda au groupe en ligne de la communauté technologique que son père avait autrefois fréquenté. Là, elle connaissait un mentor virtuel nommé M. Antoine, un ancien technicien en cybersécurité. Avec l'aide de M. Antoine, Amélie essaya de tracer le fichier de données qui aurait été volé. Et il s'avéra que le fichier provenait d'une adresse IP appartenant au commissariat central de Marseille même. Le lendemain matin, Amélie décida d'aller au commissariat. Elle ne prévint pas sa mère, laissant juste un mot sur la table. « Maman, Amélie veut juste aider une amie. » « Ne t'inquiète pas. » D'un pas calme, elle entra dans le grand bâtiment. L'agent à l'accueil la regarda avec suspicion. « C'est pourquoi, mademoiselle ?» demanda un policier corpulent d'une voix plate. « Je veux rencontrer l'enquêteur qui s'occupe de l'affaire des élèves du lycée Victor Hugo, au nom de Delphine et Raphaël. »« T'es qui ? » ?»« Une camarade de classe. » Le policier ricana. « Tu crois que c'est un terrain de jeu ? Une gamine comme toi ne peut pas entrer comme ça. » Amélie baissa poliment les yeux. « Excusez-moi, monsieur. Mais j'ai des informations importantes concernant cette affaire. » Sa voix était basse mais ferme. Peut-être par curiosité, le policier la laissa finalement entrer après une brève fouille.
Dans le bureau de l'enquêteur, 3 policiers étaient assis, examinant des dossiers. L'un d'eux, un homme de haute taille nommé inspecteur Bandra, toisa Amélie de la tête aux pieds. « Alors, c'est toi qui veux donner des informations » dit-il d'un ton cynique. « Tu te prends pour qui ? Hein ? Une détective ?» Amélie resta droite. « Je veux juste montrer que les accusations contre mon ami sont fausses. J'ai ici des journaux de données qui peuvent prouver que le fichier n'a pas été volé de l'école, mais du réseau de ce bureau même. » Bandra éclata de rire. « Écoute, gamine. Tu ne comprends pas les affaires des grands ? Garde tes théories et rentre chez toi avant que je ne te mette dans la cellule d'Axe en grave côté. » Les 2 autres policiers se mirent à rire. L'un d'eux s'approcha, essayant d'arracher la clé USB des mains d'Amélie. Par réflexe, Amélie pivota et bloqua la main du policier d'un mouvement rapide, résultat d'années d'entraînement. Le mouvement n'était pas brutal, mais suffisant pour tordre la main du policier et le forcer à lâcher prise. Tous ceux présents dans la pièce furent choqués. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu oses t'opposer à un agent ? » « Je ne fais que me défendre, monsieur, » répondit Amélie d'un ton calme. Bandra se leva et la regarda avec colère. « Oser lever la main sur un policier, une gamine comme toi. Tu te crois dans un film ? » Mais avant que Bandra ne s'approche, un jeune policier qui était resté silencieux jusqu'à présent, nommé Léo, retint son bras. « Monsieur, attendez. Je connais cette jeune fille. Elle aide souvent aux activités sociales de notre poste. Elle ne ressemble pas à quelqu'un qui cherche les ennuis. » Bandra grogna. « Tu es trop tendre, Léo. Le monde n'est pas si beau. » Cependant, Amélie s'était déjà avancée et avait posé la clé USB sur le bureau. « Le contenu de ces données peut tout expliquer. Mais si vous persistez à fermer les yeux, j'apporterai ceci aux médias. » La pièce devint soudainement silencieuse. Bandra fixa Amélie longuement. Il prit alors brutalement la clé USB et la jeta sur la table. « Tu crois que tu peux menacer la police ? Je ne menace pas, monsieur. Je veux juste la vérité. » Soudain, Bandra frappa violemment la table. « Sors d'ici. » Amélie resta immobile. Son regard était vif, pas celui d'une lycéenne ordinaire. Elle savait maintenant que ces gens n'étaient pas seulement dans l'erreur. Ils cachaient quelque chose. Alors qu'elle se tournait pour partir, Léo la regarda avec inquiétude et murmura doucement. « Fais attention, Amélie. C'est plus gros que tu ne le penses. » Sur le chemin du retour, la pluie recommença à tomber à verse. Amélie s'abrita à un arrêt de bus, réfléchissant tout en serrant son téléphone. Elle savait que sa démarche était risquée, mais si elle se taisait, son amie continuerait d'être accusée. Elle ouvrit un message de M. Antoine qui venait d'arriver. « Amélie, prudence. J'ai vérifié les logs que tu as envoyés. Il y a des fichiers internes de la police qui ont été supprimés quelques heures après ton accès. On dirait qu'ils ont réalisé que tu savais quelque chose. » Amélie prit une profonde inspiration. « Si c'est le cas, je dois me préparer. La vérité doit éclater. » Cependant, au loin, une voiture noire s'arrêta devant l'arrêt de bus. 2 hommes en civil en descendirent, la fixant d'un regard perçant. Amélie sut que ce n'étaient pas des gens ordinaires. Elle ferma rapidement son parapluie et se dirigea rapidement vers une ruelle à côté de la petite épicerie. Les hommes la suivirent. La pluie s'intensifiait. Le bruit des pas résonnait dans la rue étroite. Amélie courut, traversa la rue puis s'arrêta brusquement au bout d'une impasse. Les 2 hommes s'approchèrent, un sourire froid aux lèvres. « C'est bon, la petite, ne te fatigue pas. Donne-nous juste la clé USB. » Amélie les regarda avec des yeux pleins de courage. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Deuxième partie. La vérité qui commence à éclater. La pluie avait cessé. Mais l'air nocturne dans le petit appartement était encore froid. Amélie ne dormait pas. Elle était assise devant son bureau, les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur portable. La faible lumière de la lampe de bureau éclairait son visage déterminé. À l'écran, les données de la clé USB qu'elle avait réussi à sécuriser avant d'aller au commissariat défilaient une à une. Si ces données proviennent vraiment du serveur du commissariat, cela signifie qu'ils ont délibérément accusé des lycéens pour couvrir leurs propres erreurs, murmura-t-elle doucement. Elle ouvrit les fichiers un par un, découvrant un schéma étrange. Il y avait des journaux de transactions financières provenant d'un projet d'appel d'offres pour l'équipement informatique du lycée, qui aurait dû être géré par le rectorat, mais qui avait plutôt été détourné vers le compte personnel de quelqu'un portant les initiales BR. Clairement celle de Bandra. Amélie couvrit sa bouche, à moitié choquée. C'est donc pour ça qu'ils étaient en colère.
Ils ont peur que ces données fuient. Soudain, une notification de chat apparut à l'écran. M. Antoine. Amélie, les données que tu as envoyées, je les ai sauvegardées sur un serveur externe. Mais fais attention, j'ai détecté une tentative d'accès depuis l'IP du commissariat de Marseille. Ils cherchent ta localisation. Amélie tapa rapidement une réponse. Ils sont déjà venus chez moi. Mais je ne reculerai pas. M. Antoine répondit brièvement. Dans ce cas, il est temps pour toi de chercher des preuves physiques. Sans cela, ils pourront dire que les données numériques ne sont qu'une fabrication. Amélie réfléchit. Elle savait que M. Antoine avait raison. Sans preuve tangible, tous ces efforts seraient considérés comme de la diffamation. Mais comment entrer à nouveau au commissariat sans se faire prendre? Le lendemain matin à l'école, l'ambiance était électrique. La nouvelle qu'Amélie avait tenu tête à la police s'était répandue parmi les élèves. Beaucoup étaient admiratifs, mais aussi inquiets. Raphaël, qui était finalement rentré du commissariat, l'aborda dans le couloir. « Amélie, j'ai entendu dire que tu étais allée au commissariat toute seule. Tu es folle? Ils peuvent être vraiment dangereux. » Amélie esquissa un léger sourire. « C'est justement pour ça que je ne peux pas rester silencieuse, Raph. J'ai trouvé quelque chose de plus gros. » Raphaël la regarda, inquiet. « Tu es sérieuse, tu veux continuer? » « Oui, mais j'ai besoin de ton aide. » Raphaël hocha la tête, bien qu'encore hésitant. « D'accord, qu'est-ce que je dois faire? » « J'ai besoin des enregistrements de la vidéosurveillance de la salle des serveurs de l'école au moment où le fichier a été volé. S'ils sont vraiment venus y accéder, on aura le visage du coupable. » Raphaël se trouvait être membre du conseil de la vie lycéenne, CVL, et avait un accès limité aux locaux techniques de l'école. Il accepta d'aider. L'après-midi, après le départ de tous les élèves, Amélie et Raphaël se glissèrent dans la salle des serveurs. Là, ils copièrent les enregistrements de la semaine précédente. Quelques minutes plus tard, l'écran montra une personne en uniforme de police entrant dans la pièce, de nuit, puis manipulant l'ordinateur de l'école. Son visage fut clairement capturé. Bandra. Raphaël regarda l'écran, les yeux écarquillés. C'est lui, l'inspecteur Bandra. Amélie hocha la tête. Maintenant, nous avons la preuve. Cependant, avant même qu'ils aient pu sauvegarder le fichier, des bruits de pas se firent entendre à l'extérieur. Vite, cache-toi, chuchota Amélie. Ils coururent tous les deux derrière une armoire de serveur. La porte s'ouvrit lentement. 2 hommes en civil entrèrent, une lampe de poche à la main. Le patron a dit de vérifier la salle des serveurs. Il paraît que la gamine aime fouiner par ici. Amélie retint son souffle. Raphaël lui serra l'épaule, essayant de la calmer. Alors que les 2 hommes commençaient à inspecter le bureau de l'ordinateur, Amélie sortit lentement une petite clé USB de sa poche et copia discrètement le fichier via son téléphone connecté en Wi-Fi. Dès que le processus fut terminé, elle murmura très bas, « Maintenant. » Ils rampèrent vers la porte arrière et sortirent sans un bruit. Une fois à l'extérieur du bâtiment, ils coururent aussi vite que possible vers le jardin arrière de l'école. Leur souffle était court, mais Amélie sourit, soulagée. « On a réussi. » Cette nuit-là, Amélie et Raphaël retournèrent chez Amélie. Ils rassemblèrent toutes les preuves, les données de transaction de la corruption, l'enregistrement de la vidéosurveillance et le rapport numérique de M. Antoine. Mais avant qu'ils aient pu planifier leur prochaine étape, un bruit survint de l'extérieur. Brac. La porte d'entrée fut défoncée. Plusieurs policiers en uniforme entrèrent, munis d'un mandat de perquisition. L'inspecteur Bandra se tenait au premier rang. « Ah, on te retrouve enfin, gamine ?» dit-il avec un sourire cynique. « Tu croyais pouvoir jouer avec les forces de l'ordre ?» Madame Isabelle poussa un cri de terreur. « Monsieur, ma fille n'a rien fait de mal. C'est juste une lycéenne. » Bandra la regarda fixement. « Justement. Une lycéenne, mais elle ose interférer avec une enquête de police. Qu'est-ce que vous avez appris à votre fille, madame ?» Amélie s'avança, regardant Bandra droit dans les yeux. « Si vous étiez vraiment irréprochable, pourquoi auriez-vous peur des données que je possède ?» L'atmosphère devint soudainement tendue. Les autres policiers semblaient confus. Mais Bandra cria « Arrêtez-la !» 2 agents s'approchèrent, mais avant qu'ils ne la touchent, Amélie bougea rapidement, poussant une chaise vers eux, les faisant trébucher. Elle attrapa son sac, qui contenait déjà la clé USB, et courut vers la porte de derrière. Raphaël retint l'un des policiers qui la poursuivait. « Vas-y, Amélie.
Je les retiens. Raphaël, vite. Amélie sortit en courant de la maison, de nouveau sous la pluie. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle cette nuit-là. Le seul endroit sûr était la maison de M. Antoine, en périphérie de la ville. Il lui fallut 2 heures de marche, à travers des sentiers et des terrains vagues. Amélie arriva à une maison simple aux lumières tamisées. M. Antoine l'attendait déjà devant la porte. Tu as toutes les données? Amélie hocha la tête. Oui. Mais ils savent que j'ai des preuves. Ils sont venus chez moi. M. Antoine prit une profonde inspiration. Je m'en doutais. Mais maintenant, nous pouvons tout prouver. Nous ne pouvons pas les affronter directement. Nous devons utiliser leur propre système. C'est-à-dire? Nous envoyons toutes les données à l'IGPN, Inspection générale de la police nationale, et une copie aux médias nationaux. Une fois que le public saura, ils ne pourront plus nous faire taire. Amélie sourit faiblement. D'accord. Faisons-le. Le lendemain matin, les réseaux sociaux étaient en ébullition. Un compte anonyme nommé Veritas Marseille publia l'enregistrement de la vidéosurveillance et les données de corruption du projet informatique de l'école impliquant l'inspecteur Bandra et plusieurs fonctionnaires locaux. En quelques heures, la nouvelle devint virale, les commentaires affluents. C'est fou, cette lycéenne est super courageuse. Il s'avère que ce ne sont pas les élèves qui sont en faute, mais la police elle-même. Quand les forces de l'ordre seront-elles justes? Pendant ce temps, au commissariat de Marseille, l'ambiance devint chaotique. Les journalistes s'agglutinaient devant le portail. Plusieurs hauts responsables de la police commencèrent à être interrogés par l'IGPN. Bandra, qui venait d'arriver au bureau, fut immédiatement accueilli par les regards suspicieux de ses collègues. « Monsieur, est-il vrai que vous êtes impliqué ?» demanda l'un de ses subordonnés. Bandra était furieux. « C'est des conneries. C'est sûrement de la diffamation de cette gamine. » Mais peu de temps après, le commissaire principal arriva, le visage tendu. « Bandra, suivez-moi au bureau des interrogatoires. »« Mais, monsieur. » »« Maintenant. » Et pour la première fois, Bandra perdit le contrôle. Le bureau qu'il avait autrefois dirigé était maintenant bouleversé par les actions d'une lycéenne considérée comme faible. Pendant ce temps, à l'école, Amélie retourna en classe, le visage fatigué mais soulagé. Beaucoup d'amis la regardaient avec admiration. Delphine s'approcha d'elle, les larmes aux yeux. « Tu es incroyable, Amélie. Sans toi, nous serions toujours accusés. » Amélie sourit. « J'ai juste fait ce qui devait être fait. » Cependant, au milieu de ce soulagement, il y avait aussi un sentiment de tristesse. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle avait marché sur un terrain dangereux et ses ennemis n'étaient pas n'importe qui. Mais au moins, ce jour-là, la vérité avait triomphé. Quelques jours plus tard, Amélie fut convoquée au bureau du nouveau commissaire principal qui remplaçait Bandra temporairement. Elle y alla avec sa mère et le CPE. Le commissaire regarda Amélie avec respect. « Mademoiselle Amélie, grâce à votre courage, beaucoup de choses importantes ont été révélées. Nous nous excusons pour le comportement non professionnel de nos agents. » Madame Isabelle versa des larmes de joie. « Merci, monsieur. Ma fille voulait juste la justice. Et elle a réussi. Grâce à son courage, nous révisons actuellement toutes les procédures d'enquête concernant les élèves des écoles. » Amélie s'inclina poliment. « Je veux juste qu'aucun de mes amis ne soit plus jamais traité arbitrairement. » Le commissaire sourit. « Le pays a besoin de jeunes comme vous. » Cet après-midi-là. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis que l'affaire de corruption au commissariat de Marseille avait été révélée. Le nom d'Amélie Renaud était désormais connu dans toute la ville. Les médias la surnommaient la lycéenne justicière. À l'école, les professeurs étaient fiers, les amis admiratifs, et même le proviseur l'avait rencontrée spécialement pour la remercier. Cependant, pour Amélie, sa vie était loin d'être tranquille. Chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle sentait que quelqu'un la suivait. Chaque fois qu'elle ouvrait les réseaux sociaux, il y avait toujours des messages anonymes. « Arrête de jouer les héros avant de devenir une victime. » Au début, elle l'ignora. Mais lorsqu'un soir, le petit chat errant qu'elle nourrissait toujours dans la cour fut retrouvé mort avec un petit mot à côté. « Souviens-toi, Bandra n'en a pas fini. » Amélie sut que le danger était réel. De retour à l'école, l'atmosphère avait changé depuis que tout le monde savait qu'Amélie avait osé défier l'autorité. Beaucoup d'élèves la respectaient, mais certains gardaient leur distance, craignant d'être entraînés dans ses problèmes. Quand la cloche de la récréation sonna, Delphine l'approcha à la cafétéria. « Amélie, tu as l'air fatiguée. Ça va ?»
Amélie sourit faiblement. Juste un manque de sommeil. Beaucoup de choses à penser. Raphaël, assis à côté d'elle, la regarda sérieusement. Tu es sûre que c'est fini? J'ai entendu dire que Bandra n'a pas été renvoyé, juste suspendu temporairement. Amélie regarda la table en silence. J'ai aussi entendu ça. Mais il est possible qu'il ait encore des gens à l'intérieur. Raphaël la regarda avec inquiétude. Dans ce cas, tu dois être plus prudente. Ne rentre pas seule. Amélie hocha lentement la tête, mais dans ses yeux brillait une lueur d'entêtement. Elle savait que le danger était réel, mais elle savait aussi que si elle reculait maintenant, tout ce pourquoi elle s'était battue serait vain. La nuit de la tension. Cette nuit-là, vers 22 heures, Amélie écrivait dans un petit carnet. Sur la page de garde était écrit « La vérité n'est pas terminée ». Soudain, elle entendit un bruit de moteur s'arrêter devant la maison. Elle regarda par la fenêtre. 2 hommes en blouson noir se tenaient devant le portail. L'un d'eux regarda fixement vers sa maison, pendant un long moment avant de partir. Amélie ferma rapidement les rideaux. Il surveille toujours. Elle alluma son téléphone et contacta M. Antoine. Monsieur, je crois qu'ils me suivent toujours. J'ai aussi eu des nouvelles, Amélie. Il y a un compte fantôme de la police qui essaie de découvrir ton identité. Ne sors pas de chez toi ce soir. J'installerai un système de sécurité simple chez toi demain. Bien, monsieur. Merci. Mais après avoir raccroché, Amélie ne pouvait pas dormir. Elle s'assit par terre, regardant à nouveau la photo de son père. Papa, il s'avère que le combat n'est pas terminé. Mais je n'abandonnerai pas. La contre-attaque. Le lendemain matin, une nouvelle choquante apparut dans les médias en ligne. Fuite de preuves. De nouvelles données montrent qu'Amélie a manipulé les documents. L'article était complet, avec une photo d'Amélie assise dans la salle des professeurs. Une vieille photo prise sans autorisation. Les commentaires des internautes commencèrent à se diviser. Certains la défendaient, mais beaucoup commençaient à douter d'elle. Madame Isabelle pleura en lisant la nouvelle. Il te dit femme, ma chérie. Amélie réconforta sa mère. C'est sûrement le travail des gens de Bandra. Il veut me faire passer pour la méchante. Quelques heures plus tard, un message arriva d'un numéro inconnu. Si tu veux que tout cela se termine, retrouve-moi dans le vieil entrepôt derrière la gare Saint-Charles ce soir. Seule. Amélie regarda longuement le message. Elle savait que c'était un piège, mais elle savait aussi que c'était la seule chance de savoir qui était derrière ces menaces. Elle cacha son téléphone à sa mère et écrivit un petit mot sur la table. Maman, je dois finir quelque chose. Je serai de retour avant minuit. Dans le vieil entrepôt. Cette nuit-là, la pluie tombait à verse. Le vieil entrepôt derrière la gare semblait désert et sombre. Une faible lumière jaune d'un côté clignotait lentement. Amélie arriva, vêtue d'une veste grise et d'un bonnet, essayant de ne pas se faire remarquer. Le bruit de ses pas résonnait sur le sol humide. « Je suis là », dit-elle doucement. De l'ombre émergea quelqu'un. Léo, le jeune policier qui l'avait défendu au commissariat. « Léo ? C'est toi qui as envoyé le message ?» Léo la regarda, tendu. « Je devais te voir. Je ne pouvais pas parler au téléphone. Après cette affaire, beaucoup de gens à la police ont perdu leur poste et ils m'accusent d'avoir fait fuiter les données. Mais tu n'étais pas du côté de la vérité ? Si. Mais le système à l'intérieur est corrompu, Amélie. Ils veulent nettoyer les gens qui t'ont aidé. Alors pourquoi m'as-tu demandé de venir ici ? Léo la regarda sérieusement. Parce que j'ai entendu dire que Bandra s'était évadé de sa garde à vue et qu'il a juré de te retrouver. Amélie resta silencieuse. La pluie redoublait d'intensité à l'extérieur. Il s'est évadé ? Oui. Et il y a de fortes chances qu'il ne soit pas seul. Il y a d'anciens membres qui lui sont toujours fidèles. Un bruit de frottement à l'extérieur de l'entrepôt les fit se retourner brusquement. Soudain, une vitre se brisa. Une balle traversa le bois à côté d'Amélie. « À terre !» cria Léo. Ils se réfugièrent tous les deux derrière une pile de caisses. Des bruits de pas s'approchèrent. 3 hommes entrèrent, armés d'armes blanches et de lampes de poche. Trouver la gamine. Vivante. Amélie regarda Léo. J'ai une idée. Ferme les yeux quand je te le dirai. Léo était confus mais obéit. Amélie sortit le flash de son téléphone. Un petit outil qu'elle utilisait habituellement pour la documentation scolaire. Au moment où les hommes s'approchaient, elle activa le flash aveuglant tout en lançant une pierre dans une autre direction. La lumière éblouissante les fit paniquer.
Et dans le chaos, Amélie et Léo sortirent en courant de l'entrepôt, sous la pluie battante. Ils réussirent tous les deux à s'échapper dans la rue principale et à monter sur le scooter d'un passant. Après l'attaque. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent tous les deux chez M. Antoine. Amélie était trempée et tremblante, mais ses yeux restaient concentrés. « Je te l'avais dit, Amélie. Il n'allait pas rester les bras croisés, dit M. Antoine en fermant la porte. Je sais, monsieur. Mais si Bandra s'est évadé, nous devons aider la police intègre à l'arrêter. Léo hocha la tête. Je peux contacter l'unité centrale de l'IGPN. Ce sont eux qui gèrent l'enquête de suivi. Mais tu dois te cacher pendant un moment. Amélie les regarda tous les deux. Je ne veux pas me cacher. Je veux aider de l'intérieur. J'ai encore des connexions à l'école. L'endroit où tout cela a commencé. S'il y a une trace de Bandra, il cherchera sûrement des preuves pour se blanchir là-bas. M. Antoine soupira longuement. Cet enfant est vraiment têtu. Mais très bien, faisons-le de manière sécurisée. Retour au point de départ. Quelques jours plus tard, Amélie retourna à l'école sous la surveillance discrète de Léo et d'une petite équipe de l'IGPN. Elle faisait semblant d'étudier comme d'habitude, mais ses yeux restaient vigilants sur son environnement. Un après-midi, alors que tous les élèves étaient partis, elle vit un nouvel agent d'entretien entrer dans la salle des professeurs avec une grande boîte. Ses mouvements étaient suspects, ce n'était pas un visage habituel à l'école. Amélie le suivit discrètement. Lorsque l'homme ouvrit la boîte, Amélie vit à l'intérieur de vieux dossiers portant le logo du commissariat de Marseille. Elle réalisa immédiatement que ce n'était pas un agent ordinaire. Au moment où elle allait sortir pour appeler de l'aide, l'homme se retourna rapidement et, sous sa casquette, son visage fut clairement visible. Bandra. On se retrouve, petite Maline, dit-il doucement avec un sourire froid. Amélie recula lentement. Tu penses pouvoir te laver de tes péchés? J'ai tout perdu à cause de toi. Maintenant, je vais m'assurer que tu ressentes la même chose. Avant que Bandra ne puisse s'approcher, le son des sirènes de police retentit à l'extérieur de l'école. Bandra se tourna, paniqué. Par la fenêtre, on voyait des voitures de l'IGPN s'arrêter au portail. Léo et 2 agents entrèrent rapidement. Amélie vit une opportunité, prit une brosse à tableau et la lança vers la lumière, plongeant la pièce dans l'obscurité. Dans l'obscurité, elle donna un coup de pied au genou de Bandra et courut vers la porte arrière. La police entra juste au moment où Bandra tentait de s'enfuir. Et cette fois, il n'y avait plus d'issue. Fin temporaire. Quelques heures plus tard, Bandra fut de nouveau arrêté. Cette fois par l'équipe centrale de l'IGPN avec des preuves d'infraction graves et de tentatives de meurtre. Son cas fit la une des journaux nationaux. Amélie fut appelée au siège de la police centrale pour témoigner. Note. La section suivante du texte original semble être une réécriture complète ou une version alternative de l'histoire, commençant par une scène différente et introduisant de nouveaux éléments de complot. L'adaptation suit fidèlement cette transition abrupte. La pluie battante s'abattait sur la cour du commissariat cette nuit-là. Les éclairs zébraient le ciel, ajoutant à l'atmosphère tendue à l'intérieur de la salle d'interrogatoire. Tous les yeux étaient fixés sur une seule silhouette, Amélie, la jeune fille en uniforme scolaire qui était maintenant assise sur la chaise des accusés. Mais cette fois, ce n'était pas un visage effrayé ou résigné qu'on y voyait. Le regard d'Amélie était vif, plein de contrôle et un peu froid. Pendant ce temps, le commissaire divisionnaire Valois, qui venait d'arriver de Paris, se tenait derrière la vitre sans teint, observant chaque mouvement d'Amélie depuis la salle de surveillance. À côté de lui, M. Simon, le proviseur du lycée où Amélie étudiait, semblait agité. Cet enfant est extraordinaire, mais comment a-t-elle pu faire tout ça? Murmura le commissaire. M. Simon déglutit. Amélie n'est pas une enfant ordinaire, monsieur. Mais ce n'est pas non plus une criminelle. Quelques heures auparavant, le commissariat avait été littéralement dévasté. Après qu'un policier arrogant eut frappé Amélie sans raison apparente, la jeune fille avait répliqué avec une force extraordinaire. Un par un, les équipements du bureau s'étaient renversés, et même les vitres s'étaient brisées comme si elles étaient frappées par une tempête. Personne ne savait comment Amélie pouvait être si forte. Mais ce qui était certain, c'est que tous les membres de la police cette nuit-là tremblaient. Maintenant, après que l'atmosphère se soit un peu calmée, l'enquête commença. Bien, Amélie, dit le commissaire en entrant dans la salle d'interrogatoire. Sa voix était calme mais ferme. Nous voulons savoir qui vous êtes réellement. Vous n'êtes pas seulement une lycéenne, n'est-ce pas? Amélie soupira doucement. Je veux juste que justice soit faite, monsieur.
Rien de plus. La justice? Le commissaire fronça les sourcils. En détruisant un commissariat de police? Amélie regarda droit dans les yeux de Valois. Ce n'est pas moi qui ai commencé, monsieur. C'est votre système qui permet aux innocents d'être piétinés sans raison. Ces mots étaient tranchants. Un silence momentané remplit la pièce. Le commissaire fit signe à ses subordonnés de sortir, les laissant seuls. Racontez-moi tout depuis le début, dit-il. Finalement, Amélie prit une profonde inspiration. Je suis la fille du défunt capitaine Armand Rousseau, ancien membre du GIGN, décédé il y a 5 ans lors d'une opération au Mali. Mais après sa mort au combat, son honneur a été sali par des individus corrompus au sein de cette même institution. Accusés d'avoir participé à un trafic d'armes avec des parties externes. Alors que toutes les preuves ont été falsifiées. Le commissaire la regarda fixement, mais cette fois avec une pointe d'empathie. Je connais ce nom, dit-il doucement. Armand Rousseau. C'était un collègue à l'époque. Un homme honnête, discipliné. Mais comment savez-vous pour la falsification des preuves? Amélie ouvrit le petit sac que la police avait gardé. De l'intérieur, elle sortit une clé USB noire. Toutes les données sont ici, monsieur. Les documents originaux qui montrent qui a réellement détourné les armes, y compris des photos et des enregistrements audio. Le commissaire s'approcha, son visage devenant sérieux. Où avez-vous trouvé ça? Je me suis infiltré dans la salle des archives de la préfecture de police lors de mon stage d'observation l'année dernière. J'y suis entré via un programme de coopération scolaire. À ce moment-là, je soupçonnais déjà que le rapport sur la mort de mon père n'était pas normal. C'est là que j'ai commencé à collecter des preuves. Valois prit une profonde inspiration. La jeune fille en face de lui avait mené sa propre petite enquête pendant des mois et avait même réussi à trouver des données qui pourraient révéler un énorme scandale au sein de la police. Cependant, avant qu'il ne puisse parler, on frappa fort à la porte. Un agent entra précipitamment. « Monsieur, il y a un ordre d'en haut. On nous demande de clore cette affaire immédiatement. » Le commissaire se figea. Qui a donné cet ordre? Directement du commissaire général Santini, monsieur. Ce nom fit serrer les poings d'Amélie. C'est lui, monsieur. C'est le commissaire Santini qui a trahi mon père et a ensuite falsifié son dossier de décès. Le commissaire resta longtemps silencieux. La pluie à l'extérieur s'intensifiait, comme pour souligner la lourdeur de la décision à prendre. Cette nuit-là, le commissariat semblait divisé en 2 camps. Ceux qui voulaient protéger le système et ceux qui voulaient révéler la vérité. Le commissaire Valois, qui voulait initialement seulement rétablir l'ordre, se retrouvait maintenant au milieu d'une tempête morale majeure. Amélie fut transférée dans une pièce sécurisée. Mais moins d'1 heure plus tard, l'électricité se coupa soudainement. Le bruit de bottes lourdes résonna dans le couloir. « Attrapez cette fille. » Immédiatement. Entendions une voix autoritaire à l'extérieur. Santini était venu avec un groupe armé. Il ne voulait pas que ses vieux secrets soient révélés. Le commissaire Valois dégaina rapidement son arme et se posta devant la porte de la chambre d'Amélie. Personne ne touche à cet enfant. Santini le regarda fixement. Tu ne sais pas à quoi tu t'attaques, Valois. Si cette gamine ouvre la bouche, ce n'est pas seulement moi qui tombe. Tous ceux au-dessus de toi couleront aussi. Mais la vérité reste la vérité. La tension atteignit son paroxysme. Quelques secondes plus tard, des coups de feu retentirent. Les lumières d'urgence s'allumèrent faiblement, révélant une épaisse fumée remplissant le couloir. Amélie sortit en courant, serrant la clé USB dans sa main. Le commissaire était blessé à l'épaule, mais tenait toujours bon, retenant les hommes de Santini. « Pars, Amélie !» cria-t-il. « Donne ces preuves aux médias. Ne laisse pas le combat de ton père être vain. » Amélie courut dehors, sous la pluie, dans l'obscurité de la nuit. Les sirènes de police hurlaient au loin, mais elle ne s'arrêta pas. Elle savait que si elle s'arrêtait maintenant, tout serait perdu. Quelques jours plus tard, une vidéo de 15 minutes devint virale dans les médias nationaux. L'enregistrement montrait des preuves de manipulation de rapports d'armes, de fausses signatures et de documents originaux dissimulés. Toutes les traces menaient à un seul nom, le commissaire général Santini. En quelques heures, le public fut sous le choc. La nouvelle remplit les chaînes de télévision, les réseaux sociaux et les journaux. Amélie fut un temps déclarée en fuite. Mais après l'intervention de la commission d'éthique et du parquet, elle fut innocentée et surnommée « la porte-parole de la vérité » par la société. Quelques semaines plus tard, le commissaire Valois se remit de ses blessures. Il se rendit à l'école d'Amélie,
désormais remplie de journalistes et d'élèves fiers. Merci, Amélie, dit-il en souriant. Ton père serait fier de te voir. Amélie baissa les yeux. J'ai seulement fait ce qui était juste, monsieur. Toute justice ne doit pas nécessairement venir des adultes. Parfois, les jeunes peuvent voir plus clairement. Valois hocha la tête en lui tapotant l'épaule. Prends soin de toi. Le monde a besoin de gens comme toi. Le soleil de l'après-midi commençait à descendre. Amélie regarda le ciel puis serra le collier hérité de son père. Une petite balle qu'il portait depuis longtemps autour de son cou. Au loin, la cloche de l'école retentit. Les autres enfants rentraient chez eux en courant. Mais pour Amélie, son voyage ne faisait que commencer. Elle n'était plus la lycéenne faible que l'on croyait impuissante. Elle était le symbole que le courage et l'honnêteté pouvaient encore